Nous sommes le mardi 11 juillet de l'an 2017. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre ce nouveau numéro de votre émission, le rendez-vous de ce nouveau numéro de votre émission 100% Bénin sur SICA. Deux sujets sont au menu des discussions de ce jour. D'abord, la première apparition en public du président Patrice Talon depuis plusieurs semaines. En effet, le chef de l'État béninois, pour des raisons de santé qu'il avait même contraint à un séjour relativement long hors du territoire national, ne s'est plus montré depuis l'annonce de son retour au bercail. Une situation qui a donné lieu à une folle polémique autour de sa réelle présence ou non au pays. Un lieu de culte, la cathédrale Notre-Dame de Cotonou, choisi pour se révéler à nouveau à ses compatriotes. Un choix rempli de symboles pour taire enfin la polémique. On mènera la discussion en première partie de cette émission. En deuxième partie, c'est la première réaction d'Idrissou Bako, ancien directeur général de la Société nationale de la promotion agricole SONAPRA, qui s'invitera au débat. Cité dans un audit de gestion de la dite société, Idrissou Bako a tout simplement invité le cabinet Mazars à certifier que le rapport d'audit qui a fait l'objet d'études en Conseil des ministres est son rapport définitif. Une façon de mettre au défi le cabinet d'audit, eh bien, deux invités, deux professionnels des médias pour aborder ces deux actualités. Félicien Fagnon, journaliste et responsable des enquêtes et des dossiers à la rédaction du quotidien béninois d'information et d'analyse Le Matinal, et Alphonse Moïse Soudé, journaliste à la rédaction de Radio Soleil FM au Bénin. Bonjour et merci à vous d'avoir accepté d'être sur le plateau de 100% Bénin. Bonjour Crépi, bonjour chers confrères. Je l'annonçais tantôt, le président Patrice Talon a fait une première apparition en public depuis plusieurs semaines. Le chef de l'État béninois qui ne s'est plus montré depuis l'annonce de son retour au bercail après un séjour relativement long hors du territoire national pour des raisons de santé, a choisi un lieu de culte, la cathédrale Notre-Dame de Cotonou, pour se montrer à nouveau. Je vous propose de suivre ce reportage de Joël Yetondi et nous revenons en studio pour le décryptage. Pour sa toute première apparition en public après une longue période d'absence suite à des interventions chirurgicales, Patrice Talon, le chef d'État béninois, a préféré un lieu de culte, la cathédrale Notre-Dame de Cotonou. Ce lieu-ci pour rendre grâce à Dieu. Je suis venu au culte comme tout bon citoyen, normal comme tout chrétien. Ce n'est pas l'occasion de faire des interviews. Ça se porte très bien, comme nous le voyons. Ça va, merci. Sourire au point comme pour rassurer les sceptiques au sujet de sa forme physique. Contrairement au retour annoncé en mois de juin du chef de l'État et un conseil extraordinaire des ministres dirigé par lui-même qui auront laissé dubitatif plus d'un Béninois, cette apparition suivie d'une intervention, quoique brève de sa part, se veut plus qu'édifiante. Une page à polémique qui se referme ainsi, tournant les regards cette fois-ci vers la très attendue mise en exécution du PAG, programme d'action du gouvernement. Voilà le chef de l'État qui se montre en public après son absence pour des raisons de santé. Félicien Fagnon, vous avez suivi le reportage de Joël Yetondi. Votre réaction? Oui, je voudrais d'abord commencer par rectifier que ce n'est pas la première apparition en public du chef de l'État depuis des semaines, comme vous l'avez dit. C'est vrai qu'il est parti précipitamment de Cotonou le 24 mai dernier. On ne savait pas exactement ce qu'il avait donc fait partie du pays. Plus tard, nous l'avons su parce que quand il est rentré le 18, les images ont été montrées à la télévision. Le lendemain 19, il a présidé un conseil des ministres au cours duquel il a affirmé, effectivement, il a confirmé qu'il avait des ennuis de santé, qu'il a subi 2 opérations chirurgicales. La première n'a pas marché, sinon que la première a entraîné une autre. Et donc, il est revenu en pleine forme et pourra donc poursuivre les missions pour lesquelles donc, le peuple béninois l'a élu. Donc, il est apparu à la télévision le 18 et le 19 et il est resté au pays pendant 2 semaines avant de repartir pour rentrer mardi dernier. Donc, ça fait exactement 1 semaine qu'il est revenu. Et donc, quand on dit que c'est sa première apparition depuis des semaines,
semaines, c'est à croire qu'il a disparu et qu'il y avait des problèmes alors que bon... Oui, mais c'est la première fois qu'il se rend sur un lieu où le Béninois lambda peut toucher du doigt que le chef de l'État est effectivement au pays. À l'aéroport international de Cotonou, il y a également des Béninois lambda. Tous ceux qui travaillent là-bas ne sont pas forcément des gens qui sont d'une classe élevée. Il y a des ouvriers, il y a tout ce qu'il faut. Et le chef de l'État, naturellement, dans son avion, et même à la descente, doit se faire servir par des gens qui sont des agents qui sont là pour l'accueillir. Et donc, il n'est pas rentré discrètement parce qu'il n'a pas un aéroport personnel, il n'a rien de privé. Donc, il est descendu, les gens l'ont vu. Ceux qui étaient là, le jour-là, l'ont vu. Il est rentré au Conseil des ministres également parce qu'il y a quand même une voie sur laquelle il passe avant d'aller, de se rendre au service. Donc, les gens ont forcément vu son cortège, même s'ils ne l'ont pas aperçu dans leur véhicule. Donc, ce n'est pas une première apparition publique. Il apparaissait déjà, on le voyait. En tout cas, ceux qui pouvaient le voir, le voyaient déjà. Et il était allé à l'église hier où c'est oui, dans son cercle restreint, en Conseil des ministres, c'est quand même le couvent. C'est pas le grand public. Oui, non, mais au palais, le palais n'est pas un cercle restreint parce que le nombre de personnes qui travaillent au palais, c'est quand même un nombre important. Et quand il vient, on n'enferme pas les gens. Parce que moi, je suis un habitué de la présidence, je vais là-bas. Quand le président de la République veut passer, on n'enferme pas les gens, on ne leur dit pas de se cacher. Et il est là, il salue tout le monde et il monte dans son bureau. Donc, il n'y a pas un problème là. Et ce n'est pas une première apparition en public. Mais il faut quand même saluer le fait qu'hier, il a permis quand même aux caméras de le prendre et qu'il quand même s'est confié à des journalistes. Cela prouve effectivement que ceux qui ont dit qu'il était dans le coma, ceux qui ne croyaient pas à son retour depuis le mardi dernier, ceux-là ont tort. Et ça vient donc les confondre. Et les Béninois, de façon générale, peuvent maintenant se rendre compte de ce que le président de la République va très bien, sinon il va mieux, et qu'il peut maintenant continuer à travailler normalement. Toutefois, ça n'a pas mis fin aux polémiques parce que déjà hier, des gens disaient non, que c'est des images tronquées, que ces photos qu'on a vues, c'était un montage, qu'il y a des logiciels qui peuvent le faire. D'autres ont été jusqu'à même tentés de faire croire que c'est des images prises lors de la messe corps présent de l'ancien président, le feu Émile Denis Zissou, alors que là c'était à Saint-Michel. Oh, avant-hier, bien sûr, il était à Notre-Dame. Donc, on ne peut pas empêcher ceux-là de continuer par nourrir dans la polémique. C'est leur boulot, c'est leur job. Si ça les arrange, je ne comprends pas les en empêcher. Alors, vous l'avez vu, tout souriant, debout sur ses deux pieds, Moïse Soudé, de quoi taire désormais la folle polémique, non seulement sur sa présence effective au pays, mais aussi sur sa forme physique. Oui, le chef de l'État, même s'il a perdu quelques kilos visiblement au pays, on l'a vu, il est allé dire merci à Dieu, Dieu qui a veillé sur lui pendant le temps de la maladie, mais ne vous attendez pas à ce qu'on mette fin à la polémique. On ne pourra pas mettre fin à la polémique parce que la base, au départ, les donnes n'ont pas été bien claires. Je vous dis, nul n'échappe à la loi de la première impression. Dès que le chef de l'État est parti précipitamment du pays, il n'y avait aucune information officielle pour dire aux Béninois, votre président est malade, il allait se faire soigner. Mais maintenant, il était à la cathédrale Notre-Dame, les caméras l'ont pris et il a parlé, on l'a entendu. Je suis d'accord, J'ai dit, mais ça ne met pas faire la polémique. Donc, les gens trouveront forcément quelque chose à dire parce que les intérêts de ceux qui alimentent ces polémiques, que ce soit ceux de la mouvance ou ceux qui sont peut-être de l'autre côté, chacun a un intérêt à alimenter la polémique. Et j'ai dit, moi, cette polémique ne m'intéresse pas. Le chef est là, ce qui m'intéresse, c'est la mise en application du PAG et que désormais les Béninois arrêtent avec la santé du chef de l'État parce que moi j'estime, et je le dis, c'est une diversion, qu'on ne nous concentre pas sur cela, dit bon, réfléchissez, faites le débat sur la santé du chef de l'État. Nous, on serait en train de prendre de faux décrets, on serait en train de prendre de faux arrêtés dans les ministères au niveau du palais. Écoutez, vous savez, c'est pourquoi je dis, il faut que les Béninois arrêtent avec ce débat de santé-là et se concentrent sur ce qui est. Parce que quand vous vous accrochez à ce qui est ce soir, l'essentiel vous échappe. Et au moment où vous vous réveillez, ce serait déjà trop tard. Donc vous estimez que la santé du chef de l'État, c'est assez soir comme... Non, il a été malade. Comme tout être humain, il a été malade, maintenant il est guéri. Qu'on ne cherche plus les pouces sur la tête d'un chauve. Maintenant le chef est là, on va prier pour le chef qu'il ait davantage de force pour mettre en application le PAG. Parce qu'on a besoin de vivre mieux. Nos frères qui ont perdu leur boulot attendent d'être recrutés ailleurs. Alors, toujours est-il que les images montrent très clairement que le chef de l'État n'est pas grabataire comme d'autres ont voulu le faire croire. Félicien Fagnon, parlons un peu de cette folle polémique qui a été alimentée durant toute cette période, une polémique qu'on aurait quand même pu éviter. Est-ce que quelque part le gouvernement lui-même n'a pas contribué à cette cacophonie?
Oui, je suis d'accord avec vous qu'il y a eu cacophonie autour de la communication sur l'absence du chef de l'État pendant 2 à 3 semaines, de mai à juin dernier. Et les ministres qui sont intervenus ont manqué donc d'harmoniser leur point de vue. Les discours ont été carrément différents et malheureusement, les discours n'avaient même rien avec la réalité. C'est dommage et ça a été déploré. Personnellement, moi, je n'ai pas aimé. Et on aurait bien voulu que la direction de la communication, à l'époque, prenne ses responsabilités donc pour situer l'opinion publique, mais il y a aussi que cette direction travaille sous des structures, travaille sous le gestion des cabinets, sous le président de la République. La direction n'est pas aussi autonome pour prendre des décisions, parce que ce n'était même pas normal que la direction vienne contredire les ministres. Donc il fallait forcément laisser la polémique continuer, si on voulait vraiment être professionnel, et le président de la République, quand il va rentrer, il va faire comme il l'a fait. Lui-même, il a mis fin à la polémique, il a confirmé qu'il était effectivement indisposé, tout ça. Maintenant, ce qu'il faut faire maintenant, c'est qu'on puisse tirer les leçons de ce qui s'est passé en termes de communication autour de l'absence du chef de l'État et qu'à l'avenir, on puisse savoir maintenant ce qu'il faut faire, qu'on puisse donc améliorer la communication autour donc, des absences du chef de l'État. Et je suis sûr que tout ce qui s'est passé, toutes les polémiques qui ont été alimentées autour de cela doivent paraître comme un message adressé ou bien lancé au chef de l'État par rapport à son comportement vis-à-vis du peuple. Je le dis parce que lui, il a ses habitudes, il a ses comportements qu'on ne peut pas changer du jour au lendemain. Lui aussi, il ne peut pas demander au peuple de changer du jour au lendemain. Ça va, avec le temps, les deux, on va s'habituer à lui, lui aussi va s'habituer à nous. C'est-à-dire quoi, le peuple veut certainement qu'il se comporte comme son prédécesseur, qu'il descende dans les marchés, qu'il a inauguré les chantiers, qu'il descende dans les quartiers pour serrer les mains aux populations. Non, mais là, il était question de la santé du chef de l'État, le premier des Béninois, et les Béninois avaient quand même le droit de s'inquiéter, de se poser des questions. Oui, ils avaient le droit de s'inquiéter, c'est de leur droit, mais ils ne pouvaient pas continuer par alimenter donc des polémiques autour de sa santé jusqu'à souhaiter, au lieu de commencer par prier, parce qu'en réalité, si vous faites le point, au lieu de prier pour qu'il revienne sain et sauf, au lieu de prier pour qu'il revienne en forme pour continuer la gestion du pays, au lieu de se montrer optimiste et confiant par rapport donc à sa santé, des gens lançaient des informations qui n'étaient quand même pas dignes d'être lancées autour de la santé d'un être humain, fut-il le président de la République, le numéro 1 des Béninois. C'est là où il faut interpeller la conscience des uns et des autres sur notre moralité, sur notre comportement, parce qu'on ne souhaite pas, même Dieu n'aime pas la mort du pécheur. Si nous avons estimé que le président de la République a posé des actes fâcheux, on ne peut quand même pas se réjouir des malaises qui on ne va pas rentrer dans ça, Félicien Fayon. Alors, Moïse Soudé, un communiqué du gouvernement ou bien de la direction de communication du gouvernement, de la présidence de la République, n'aurait-il pas suffi quand même pour éviter d'aller à cette polémique ou bien à l'annonce du retour du chef de l'État Robert Caille, lui-même qui aime vraiment s'afficher sur sa page Facebook, lancer des messages sur sa page Facebook, n'aurait-il pas publié des photos? On a vu le président Boari qui est balade à côté, il a fait sur son compte Twitter, on l'a vu affaibli par la maladie, mais il s'est montré, ce qui a rassuré un peu les Nigérians. Est-ce que la chose, si le chef de l'État l'avait fait sur sa page Facebook, n'aurait pas vraiment évité qu'on aille à ces polémiques qui n'ont pas forcément servi le pays? Oui, vous savez, on aurait pu prendre ce communiqué-là dès le lendemain parce que le chef de l'État est parti précipitamment. Et ce que les gens oublient, de sa maison à l'aéroport, il y a des compatriotes sur la voie. À l'aéroport, il y a des compatriotes. Donc, c'est forcément des gens l'ont vu en train de partir et qui ont alerté le peuple. On aurait pu déjà, dès le lendemain, sortir un communiqué pour dire, c'est vrai, le chef de l'État a eu quelques soucis de santé, il se porte bien, il est allé se faire soigner. Ça va rassurer. D'accord? Mais qu'on aille dire encore devant les chancelleries étrangères que le chef n'est pas malade, alors que ceux-là savent que le chef est chez eux en train de se soigner. Déjà là, ça a posé problème. Et je dis, il n'y a pas eu une coordination des interventions au niveau du gouvernement. Et c'est ça qui a fait que la polémique s'est enflée, les gens ont alimenté la polémique. Moi je dis, il faudrait que l'on sache que désormais, il y a ce qu'on appelle la communication de crise. Quand il y a une crise comme ça, il faut communiquer pour rassurer les gens. Ce n'est pas la peine de vilipender ou bien de s'attaquer à ceux qui ont un avis contraire. Et je crois que ces avis contraires-là, certainement, ont mis pression sur le chef de l'État pour qu'il fasse cette sortie-là hier pour rassurer tout le monde. Parce que si il n'y avait pas eu cette pression-là... C'était le dimanche. Le dimanche dernier. Si on n'avait pas mis cette pression-là, certainement que le chef ne sortirait pas parce qu'il n'a pas l'habitude de sortir. Et moi, je disais à certains pour dire, écoutez, on va se calmer. Le chef de l'État, je crois, la présidente, on aura bientôt une visite au Bénin où le chef de l'État est obligé d'être là. Au pire des cas, le 1er août,
on verra le chef de l'État. Sinon, il nous a promis une tournée nationale, puisqu'il avait dit au roi du Septentrion qu'il a encore la tête dans le guidon, et dès qu'il va lever la tête, il va faire une tournée, parce que les compatriotes sont dans des difficultés socio-économiques. Et ils ont besoin d'un message du père de la nation, du chef de l'État, pour les rassurer. Et comme personne n'est là, puisque les 3 premiers ministres qui sont sortis pour parler n'ont pas bien parlé. Ils n'ont pas rassuré le peuple. Donc les gens disent, nous voulons que le chef de l'État sorte. Nous voulons le voir sur les écrans de télévision. Nous voulons entendre sa voix. Moi, c'est ce qui est arrivé dimanche Maintenant, ça ne met pas fin à cette politique. Alors, l'autre chose, Félicien Fayon, qui n'est pas passé inaperçu durant toute cette période à polémique, c'est ce scepticisme de nombreux Béninois, alors même que le gouvernement avait annoncé le retour du chef, même des images en Conseil des ministres, on a vu le président en Conseil des ministres, qui ont circulé sur les réseaux sociaux, même sur certaines chaînes de télévision, n'ont pas permis à certains, que je peux qualifier de Saint Thomas, si vous me le permettez. Est-ce que cela ne dénote pas d'une certaine crise de confiance entre les dirigeants et le peuple à la base? Parce que quand un gouvernement dit le chef est rentré, le peuple doit pouvoir croire que réellement le chef est rentré. Oui, mais je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que c'est une crise de confiance qu'il y aurait entre le chef de l'État. Je me pose la question également. Bon, si c'est la question, je dirais non. Je répondais par non pour dire qu'il n'y a pas une crise de confiance entre le chef de l'État, c'est-à-dire le gouvernement, et le peuple. Non, je le dis parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont en train de déformer les Béninois qui, évidemment, maintenant ils s'en habituent et ils sont en train d'en abuser, ils ne savent pas comment il faut consommer et utiliser les réseaux sociaux. Et donc, ces réseaux sont en train de déformer les Béninois. En plus d'eux, il y a également le fait qu'il y a certaines personnes, je ne sais pas si elles sont commises ou bien si elles se sont donc décidées de rester dans un laboratoire pour tout le temps lancer des messages d'intoxication, pour manipuler l'opinion publique, pour changer pour tenter de changer la mentalité des Béninois qui s'habituent, qui sont en train de se familiariser avec les réseaux sociaux. Parce que les gens prennent pour de vrai toutes les informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Et donc, quand bien même il y a une information passée à la télévision, des gens sont en mesure de venir sur les réseaux sociaux pour dire c'est faux, et ils donnent même des caractéristiques pour dire vous voyez c'était l'image, vous voyez le costume qu'il a posté, vous voyez la caméra, c'est ça qu'il avait porté à la télé. Donc, et quand ils disent ça, ils remettent en cause et en doute l'image, même si elle est officielle, qui passe à la télévision. Je ne sais pas ce que les gens auraient voulu, mais je pense que le chef d'État lui-même doit pouvoir tirer des leçons, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de commencer par s'adapter à la réalité. Et l'adaptation, c'est quoi? C'est de descendre, puisque les gens l'exigent. Puisque les gens ne croient plus aux images qui passent à la télévision. Même quand il parle, les gens ne croient plus à cela. Il vaut mieux que lui-même, il puisse commencer par faire donc des descentes inopinées dans des marchés, dans des lieux publics où des gens peuvent le voir. Les gens peuvent donc lui serrer les mains et aller témoigner. Je pense que ça, au moins, ça peut changer un peu la donne, parce que nous n'allons pas occulter le fait que son prédécesseur, M. Boni Yahi, nous a habitués à cela pendant 10 ans. Lui, il lui arrivait de descendre. Il peut donc à pied sortir dans son quartier ou bien dans les quartiers voisins de sa résidence, se promener, saluer les dames, ou bien il prend son vélo, ou même des fois il monte à bord d'un véhicule, lui-même il prend le volant et il se promène. Et il y a aussi ça qui a fait que les Béninois se sont sentis beaucoup plus proches de leur chef. Mais M. Patrice Talon, depuis toujours, a été toujours discret. On ne peut pas l'obliger à commencer à s'afficher. Mais lui, il se doit donc d'être obligé d'écouter son peuple et d'essayer donc de faire un peu sa volonté. Alors, Moïse Soudé, crise de confiance, quand un gouvernement dit le chef est rentré, on a fait un conseil des ministres en présence du chef de l'État et que d'aucuns continuent de penser que c'est faux, le chef de l'État n'est pas rentré. Est-ce que quelque part il y a eu une certaine crise de confiance? Oui, vous savez, la crise de confiance ne date pas de la santé du chef de l'État. Vous savez, les Béninois, en élisant Patrice Talon, son excellent Patrice Talon à la tête du Bénin, c'est pour leur mieux-être. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? Il y a des Béninois qui, depuis l'avènement du chef de l'État, ont perdu leur boulot. On a remarqué que les gens de la Sonapra sont dehors, les gens de l'UNASA sont dehors. Nos parents qui vendent TV pour attaquer au bord des voies pour payer la scolarité de leurs enfants, on les a chassés. Et les gens ont dit, voilà quelqu'un que nous avons choisi pour nous faire du bien, mais qui aujourd'hui nous fait du mal. Et à partir de ce postulat-là, la confiance n'existe plus. Et le gouvernement a très bien compris qu'il y a crise de confiance. Ouais, on a relancé
les microcrédits aux plus pauvres, parce que les gens vivaient de ça. On a, je crois que le Modeste Kédougou a parlé de 2 milliards 700 millions qu'on va mettre à la disposition des jeunes entrepreneurs. Non, mais même s'il y a des difficultés, cela n'occulte pas qu'un peuple puisse croire en ce que ces dirigeants... non. Si déjà les premières promesses n'ont pas été respectées, ne vous attendez pas, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des gens qui sont symptomatiques, ils attendent de voir. Parce que depuis que le chef de l'État est là, on n'a fait que fermer des structures. Les gens se retrouvent à la maison. Et vous savez, un Béninois, vous ne savez pas combien de bouches il nourrit. Et je dis, cette crise de confiance-là n'est pas seulement au niveau entre le gouvernement et la base. La preuve, le chef de l'État, en son absence, n'a pas pu déléguer quelqu'un. C'est récemment que cela a été fait. La preuve, on a eu des conseils, on a fait 2 ou 3 semaines sans conseil des ministres. Ça veut dire quoi? Que le chef de l'État lui-même n'a pas totalement confiance en ses ministres pour leur laisser la main libre pour agir à son absence. Mais il n'y a pas que des décisions en conseil des ministres. On peut quand même passer en revue un certain nombre de situations. Et le communiqué qui signale la fin du conseil des ministres parfois rassure. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver des solutions par rapport à votre problème, mais on vous apaise. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les gens se disent, mais est-ce que ceux-là sont soucieux de notre sort? Est-ce que ce qui nous arrive là les intéresse? On va évoluer dans ce débat très rapidement avant de boucler le premier sujet. Le choix du lieu pour se révéler à nouveau à ses compatriotes un lieu de culte, la cathédrale Notre-Dame de Cotonou, Félicien Fayon. Ce choix peut-il être considéré comme un symbole, genre tel un phénix qui renaît de ses cendres? Non, mais connaissant M. Patrice Talon, ce n'est pas que je suis très proche de lui, mais bon, le connaissant, depuis qu'il est là, et voyant un peu son fonctionnement, son mode de fonctionnement, tout ça, je ne pense pas qu'en allant avant-hier, bien sûr, à l'église, c'était dans le but donc, de se révéler aux Béninois, comme vous l'avez dit. Et il n'y allait pas donc pour faire passer un message aux Béninois. Non, le président de la République, le connaissant bien sûr, lui, il est allé se confier, pas se confier à Dieu, mais rendre grâce à Dieu pour ce qui lui est arrivé parce qu'il est tombé malade, il a été opéré 2 fois de suite, et par la grâce de Dieu, il s'en est sorti sain et sauf. Et donc, le président de la République est allé simplement pour rendre grâce à Dieu. Et s'il s'est confié à la presse, c'est certainement parce qu'il ne voulait pas les naguer. Vous avez suivi un peu, il dit, je suis venu pour remercier Dieu, je suis venu pour une action de grâce. Comme tout citoyen, je ne peux pas commencer par donner ici des interviews. Or, s'il était venu pour faire pour une action, dans le cadre d'une action de communication, je pense qu'il resterait. Je n'ai jamais parlé d'une action de communication. Est-ce que c'est un symbole? Ce choix de lieu de culte, est-ce que c'est un symbole? Mais lieu de culte, c'est une église, comme tout autre. C'est une chapelle, il n'y a aucun problème à cela. L'église Notre-Dame, il y a une église comme tout autre. Et peut-être qu'il avait l'habitude d'aller là-bas, sans caméra et sans bruit. Et donc, je pense qu'il n'y a pas de particularité, il n'y a rien par rapport à cela. Il est allé pour une action de grâce et c'est passé. Rendre grâce à Dieu, c'est reconnaître qu'au-dessus de soi, il y a une force. Et qu'au-delà de tout ce que nous faisons en tant qu'être humain, il y a, comme je le dis, le grand barbu qui veille sur nous. Et que désormais, c'est tellement que le chef de l'État est allé dire merci à Dieu pour avoir veillé sur lui pendant la période de maladie. Et c'est tellement que devant Dieu, le chef de l'État a pris des engagements pour mieux s'occuper davantage de ses concitoyens. Parce que toute autorité vient de Dieu. Et quand vous êtes investi pour diriger vos compatriotes, il y a un certain nombre de comportements qu'on attend de vous. C'est tellement que le chef de l'État est allé demander la force au Seigneur de l'assister pendant le temps qui lui reste pour aller au terme de son mandat. Moi, je ne dirais pas que, comme certains qui ont pensé que le chef de l'État, un être humain, bien bâti, bien construit, qui a une morale, ne peut pas prier pour la mort de son semblable. Même si il vous a fait du mal, vous devez prier que Dieu lui donne la force, qu'il soit vivant et qu'il voit se réaliser la gloire de Dieu. Alors, nous allons évoluer dans cette émission et aborder le second sujet, donc le dossier Sonapra qui continue de faire couler assez d'encre et de salive. Cité dans l'audit de gestion de la Société nationale de la promotion agricole Sonapra, donc, un audit effectué par le cabinet Mazars pour des malversations. L'ancien directeur général de la dite société, Idrissou Bako, est finalement monté au créneau la semaine dernière. On l'écoute. Cette affaire a commencé depuis la deuxième décade du mois de juin. Donc on était en pleine période du mois de Ramadan. Et pour un musulman, le mois de Ramadan, ça veut dire mois de solidarité, de partage et d'amour. Donc, on ne pouvait pas tout de suite commencer par se jeter
dans les provocations. Deuxièmement, au moment où le Conseil des ministres s'est tenu, nous n'étions pas sur le territoire national. Et il faut aussi comprendre qu'il a une troisième raison. Le président de la République ne se portait pas bien. Je crois que tout Béninois conscient doit en tenir compte dans ses agissements. Donc voici pourquoi il a eu ce calme plat. Maintenant, ce dont il est question. J'ai vu tellement de développement, j'ai vu de faux héros aller faire des commentaires comme s'ils pouvaient donner des leçons. Aucun d'entre eux n'est plus pauvre que moi, Idrissou Bako. Ça, je le dis. Aucun n'est plus pauvre que moi, Idrissou Bako. Je le dis. Et j'aurai cette raison. Si on se trouve dans des conditions équitables de traitement, je veux juste une chose, moi. Que le premier responsable du cabinet Mazars puisse se présenter devant les écrans et certifier que le rapport qui a fait l'objet d'études en Conseil des ministres, que ce rapport est son rapport définitif. C'est tout ce que je veux de lui. Après, vous verrez la suite. Je ne veux pas entrer dans les polémiques de pourquoi cette période, pourquoi pas les autres. Je veux même qu'on se concentre sur la période 2013-2016. Mais la seule chose que je demande qu'il vienne dire, c'est bel et bien son rapport et c'est son rapport définitif. En matière d'audit, il a une déontologie. Si c'est le rapport définitif, on en tiendra compte et à ce moment-là, on pourra se prononcer. Idrissou Bako, ancien directeur général de la SONAPRA, actuellement député à l'Assemblée nationale. Il souhaite que le premier responsable du cabinet international Mazars vienne devant les caméras, certifier que le rapport d'audit qui a servi en Conseil des ministres est réellement son rapport définitif. Il insiste sur le mot définitif, Moïse Soudé, parce qu'en matière d'audit, il y a une certaine déontologie. Oui, moi je trouve inopportune cette sortie-là. Si tant est qu'il est propre, si tant est qu'il ne se reproche rien, moi à sa place je ne dirai rien, jusqu'à ce que la justice ne m'interpelle. Je prépare mon argumentaire. Je prépare mon argumentaire et je me présente à la justice parce que il dit qu'il ne veut pas faire la polémique, mais il vient d'entretenir la polémique. Le Conseil des ministres a eu copie le rapport, le Conseil des ministres a statué sur le rapport, le Conseil des ministres n'est pas habilité à situer les responsabilités. Le document devait être remis à la justice, quitte à la justice de faire son travail. Et moi, à la place de Idrissou Bako, je ne ferai pas cette sortie-là. Parce que si je ne me reproche rien, j'attends que la justice m'interpelle et ce que je dispose ce dont je dispose comme preuve, je les exhibe à la justice. Parce que cette guerre par médias interposés, les gens vont trouver qu'il y a une chasse aux sorciers. Je dis non, qu'il se calme, qu'il attende qu'on lui envoie une interpellation, il va répondre devant le juge. Et là, après cette période-là, les responsabilités seront situées. Parce que là, déjà, parce qu'il est sorti, forcément, ceux qui l'accusent vont aussi faire une sortie. Et comme ça, on va commencer par faire une guerre par médias interposés. Ça n'arrange personne. Il ne faudrait pas orienter les actions de la justice, que chacun attende. Le cabinet Mazars a fait son travail. Les procédures n'ont pas été respectées. Selon lui, il faudrait qu'on saisisse qui de droit pour dire, conformément à ce qui a été fait par le cabinet, je ne suis pas d'accord, je conteste, on s'adresse à qui de droit. Ce n'est pas un débat à faire sur la place publique, c'est un débat juridique. Et qu'on attend, c'est pas la seule personne à avoir été épinglée, il y a d'autres qui ont été épinglés. Donc moi, je voudrais que le DG, que l'honorable se calme, et dès que le ciel va s'éclaircir, on verra le délai de la poule. Félicien Fagnon. Oui, je pense que le député Idrissou Bako, que je connais personnellement et que je respecte beaucoup, c'est tellement qu'il a voulu faire une action de communication, mais qui a été mal inspirée. Le message, enfin le contenu donc, du message n'a pas été bon parce que s'il devait donc s'exprimer sur ce dossier, ce n'est pas ce qu'il devait demander. C'est-à-dire exiger la présence du responsable du cabinet Mazars à la télévision pour confirmer les résultats de ce dit avant de commencer par parler. Je ne sais pas ce qu'il veut dire aux gens. Est-ce qu'il veut remettre en doute le crédit donc,
du rapport qui a été étudié en Conseil des ministres. Est-ce que ce n'est pas une façon de dire que le rapport définitif n'a pas encore été déposé, mais on nous poursuit déjà? Non, mais est-ce que c'est du rapport que lui devait parler? Il avait juste à répondre à une seule question. Est-ce qu'il a fait ou bien il n'a pas fait? C'était simple, hein? Je n'ai pas fait et il se défend devant la justice. C'est quand même simple. Hein? Il veut faire certainement de la digression et il veut embrouiller les cartes et c'est l'impression que cela donne. Mais ça n'a pas marché. Je dis que ça n'a pas marché parce que ça n'a pas amené les Béninois à croire en lui. À donc croire que bon, le gouvernement a menti, il y a de la situation. Non, c'est lui-même maintenant qui veut, enfin, on dit qu'il est sans mauvais se mouche. C'est vrai, on a dit qu'il y a eu malversation dans un dossier donné. Vous êtes nombreux à avoir été cités. Si vous n'êtes pas d'accord, je crois qu'il faut quand même mener une action concertée. Mais si lui seul il vient et qu'il réclame, c'est comme un voleur qu'on a peut-être surpris ou bien qu'on accuse donc de vol. Et on commet peut-être la police pour aller faire une enquête. La police fait son enquête et dépose au tribunal. Le voleur vient au barreau et dit « Je veux que le commissaire ou bien le policier judiciaire, l'officier de police judiciaire qui est venu faire l'enquête là, je veux qu'il vienne me confirmer que c'est son rapport que vous êtes en train d'étudier, d'exhiber. » Ça ne répond à rien. Ça n'a rien de cohérent. Donc, je ne sais pas dans la logique dans laquelle il se retrouve, sinon que la communication est mal passée. Le mieux pour lui, c'est d'attendre que le gouvernement peut-être défait le dossier devant la justice. Et là-bas, comme l'a dit tout à l'heure M. Soudé, il va préparer son argumentaire qu'il va développer pour convaincre la justice et non le peuple. Parce qu'en réalité, il ne savait pas de convaincre le peuple, mais de convaincre la justice. Maintenant, je voudrais aussi faire un pas en arrière pour dire que moi, de ma position, moi je n'ai pas trop aimé, apprécier donc le fait que les résultats des audits, sinon le rapport final peut-être soit évoqué en Conseil des ministres et dans le relevé du Conseil des ministres. Ça peut être évoqué, mais bon, peut-être à huis clos, bien en secret au niveau du Conseil des ministres, mais pas figurer dans le communiqué parce que c'est des gens. Vous voyez, Idriss Bakou fait partie de ceux qui s'attaquent au régime, ceux qui font des reproches au régime, ceux qui ont même fait échouer le projet de révision constitutionnelle. En avril dernier seulement, vous voyez, leurs proches, c'est leurs proches d'ailleurs qui alimentent les réseaux sociaux de tout ce que vous savez. Est-ce que c'est une façon de dire que vous y voyez une main politique? Mais c'est clair, qu'on veuille ou pas, hein, c'est une réalité, mais dont se sert le politique pour peut-être régler des comptes. Ça ne veut pas dire que le député va s'en sortir. Non, c'est pour dire quoi? C'est comme on dit, je tiens tes testicules en main, je les ai en main. Et donc, si tu m'attaques, il suffit que moi je les presse et puis c'est fini. C'est ce que cela veut dire. Vous voyez, avec ces résultats d'audit qui ont été évoqués au Conseil des ministres, on a oublié un peu la santé du chef de l'État. Et ceux qui donc s'attaquaient à lui ont commencé par chercher à se défendre eux-mêmes. Et donc, la société a été un peu mélangée. Donc, c'était aussi une action de communication. Donc, ça donne l'impression que c'était une diversion? Oh, ce n'est pas une diversion. Je dis, c'est un élément technique, c'est une réalité, mais dont peut se servir, c'est ce qui a été le cas, le politique pour attaquer son adversaire. C'est clair, il s'est défendu, le gouvernement s'est défendu, et je pense que ça ne va pas s'arrêter là. Hein. C'est sûr qu'il y en aura encore ceux qui s'agitent et qui font des reproches au pouvoir, qui pensent qu'eux, ils sont propres et qu'ils sont sains. C'est vraiment que le gouvernement est en train de leur montrer, mais bon, moi, je tiens des cartes en main que je peux jeter à tout moment contre vous si vous pensez que c'est vous seul qui êtes sain. Oui, Soudé, est-ce que vous faites la même lecture? Ça me rassure, parce que au moment où nous étions tous préoccupés à parler de la santé du chef de l'État, on sort des dossiers. La réaction n'a pas été celle qu'on aurait eue en temps normal. Je me rappelle que sous l'Ancien Régime, quand ça sort comme ça, tout le monde réagit. Mais tout le monde on avait le regard braqué sur la santé du chef. C'est pourquoi tout à l'heure je vous dis, c'est une méthode politique, c'est de la diversion. C'est de la diversion. Mais ce que je dis, il ne faudrait pas, si nous voulons réellement que ce pays se développe, qu'on fasse les audits, je suis d'accord. Mais qu'on transmette les rapports des audits à qui de droit? À la justice. Point. Non, le garde des Sceaux, Joseph Diagonou, il avait dit depuis le début du mandat que les résultats d'audit ne feront pas objet de publicité au sein de l'opinion publique, mais qu'ils seront transmis plutôt à la justice. Mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas avec le dossier. Vous allez me rassurer parce que je dis, il ne revient pas. C'est pour ça que moi, personnellement, je dis, je n'ai pas été d'accord avec le fait que
le gouvernement récemment donc, ait agité ces résultats des audits-là. D'où le coup politique qu'il faut aussi comprendre. Nous, on n'est pas d'accord, mais le gouvernement n'est pas tenu de faire ce que nous voulons. Donc, le gouvernement s'en est servi certainement pour régler un problème de communication parce que les gens étaient donc fixés, ils avaient fait une fixation sur la santé du chef d'État, c'est de ça qu'on parlait. Il fallait un moyen de sujet. Je suis d'accord. Ça ne veut pas dire que le dossier ne sera pas transmis à la justice. Je suis d'accord que Ségub a été transmis à la justice sans donc faire objet de tapage au sein du conseil. Je suis d'accord que vous puissiez. Je vous ai dit et je le répète. Voilà. Aucun communicant ne peut me prouver le contraire de ce que je dis. On a fait de la diversion, on a sorti de ce... La preuve... C'est ce qu'il dit aussi. Oui, ça veut dire quoi? Il y a des relents politiques. Moi, je dis, le Conseil des ministres n'avait pas besoin de statut sur ce dossier. J'ai vu dans ce pays, Eric Amadougou contester un document produit par le député Sado concernant des audits. Il a refusé, il dit, vous n'avez pas respecté les principes qu'il faut. J'aurais aimé que l'honorable fasse la même chose, c'est-à-dire qu'on ne s'appesantisse pas d'abord sur le fond, mais sur la forme. Oui. Quand nous voulons faire les audits, il y a une forme. Est-ce que les intéressés ont été écoutés? Non. Donc ce n'est pas d'abord moi il peut même demander un contre-audit que le tribunal... Merci, ce n'est pas le contenu, ce n'est pas le contenu qui m'intéresse. Ce n'est pas le fond, mais c'est la forme. Donc moi je veux bien que le gouvernement fasse les audits. Parce que certains pas déjà d'audits ciblés. Qu'on fasse les audits pour toutes les sociétés qu'on veut liquider et que les responsabilités soient citées, que le Conseil des ministres ne se prononce pas sur les dossiers, mais qu'on transmette les dossiers à qui de droit. Nous sommes là. Parce que quand ça se passe comme ça, depuis que l'on a fait ce Conseil des ministres, vous savez ce qui circule sur les réseaux sociaux? La liste des 23 députés qui ont voté contre. Et ce matin, je l'ai encore lu. C'est-à-dire qu'on rappelle chaque fois ces 23-là pour dire des gens seront attaqués parmi ces 23-là. Non, c'est malsain. C'est ça. Je dis, si quelqu'un a mal géré ce pays-là, il va répondre. Mais ce n'est pas la méthode, ce n'est pas la bonne méthode. On a fait les rapports, on transmet les rapports, on donne ça à la justice et le reste, on n'a pas besoin d'étaler ça. Le ministre Jogena dit qu'on n'a pas besoin d'étaler ça sur la place publique. Mais qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été fait? C'est malheureux, c'est malheureux, c'est pas normal. Mais comme je l'ai dit, ça a été une action de communication pour régler un problème. Alors, à mon avis, régler un problème politique. Je ne porte pas la parole du gouvernement, mais c'est ma lecture. Oui, c'est clair, régler un problème politique. Alors, il a dit aussi, aucun d'entre eux n'est plus propre que moi. Ça veut dire qu'il se reconnaît déjà sale. Quelqu'un qui dit qu'il n'y a personne qui soit plus propre que lui, il ne veut pas dire qu'il est plus propre que tout le monde. De toute façon, la perfection n'est pas de ce monde. Et donc, il reconnaît quand même c'est à des degrés donnés. Il reconnaît quand même que ce qui a été dit, d'une part, n'est pas... Enfin, ce qui a été dit n'est pas entièrement faux. C'est comme ça que je comprends. On ne peut pas le conclure tout de suite. Ah oui, mais c'est à la justice de le... Non, écoutez... Mais c'est devant la justice que lui-même, il devait se justier. Je ne sais pas pourquoi maintenant, il a commencé par ce qu'il a dit là, c'est un aveu. Voilà. C'est un aveu. J'ai certainement trompé, mais je ne suis pas le seul à avoir trompé. C'est un trompé mieux que moi. C'est un aveu, c'est la phase de trop. C'est Moïse Soudé qui... Oui, c'est un aveu. Le mot trompé, il n'a pas utilisé le mot trompé. Non, mais il dit aucun d'entre eux n'est plus propre que moi. C'est ça. Nous sommes tous sales. Voilà. Mais il y a des gens plus sales que moi. C'est ce que ça veut dire. C'est l'interprétation que vous en faites. Mais ce que je dis, moi je demande à l'honorable de garder son sang-froid. Le peuple est là, le peuple va voir. Parce que je dis, ce que nous avons reproché au régime de feu, il ne faudrait pas qu'on reprenne les mêmes choses. Parce que nous voulons aller de l'avant. Si quelqu'un a mal géré, poursuivez-le dans les formes. Ne tenez pas compte de ces comportements politiques. Parce que les gens disent déjà, c'est seulement les gens de l'opposition de Griffe, que ceux qui sont dans l'entourage du chef de l'État qui sont impliqués n'ont pas été cités. Non, je ne voudrais pas qu'on alimente cette polémique-là. Qu'on fasse les audits de toutes les sociétés concernées, qu'on les transmette à qui de droit et tous ceux qui sont impliqués doivent comparaître. Si devant la justice, ils sont blancs comme neige, tant mieux. Si devant la justice, ils ne sont pas propres, on va les déposer, là il faut les déposer. Alors, vous l'avez dit tantôt, Félicien Fayon, que selon votre lecture, ça ressemble à un coup politique, à un coup de communication. Est-ce que cela voudrait dire que ce dossier n'ira pas jusqu'au bout? Alors, le dossier, si ça doit aller jusqu'au bout, cela ne relève pas donc de la volonté du gouvernement. La volonté du gouvernement, c'est d'abord de commanditer les audits, avoir les résultats et les transmettre donc à la justice. Et il reviendra maintenant à la justice de faire le reste. Maintenant, mon inquiétude, c'est que est-ce que ça ira vraiment jusqu'au bout? Je le dis parce que je tiens compte du passé où le président de l'ancien président de la République, M. Boriaï, avait déjà envoyé des dossiers comme ça devant la justice. Mais malheureusement, ceux dont il s'agissait étaient donc couverts d'immunité parlementaire, d'immunité et tout ce que vous saviez, parce qu'ils avaient
avaient posé des actes, d'autres pendant qu'ils étaient ministres, d'autres pendant qu'ils étaient députés, tout ça. Et donc, la justice avait du mal donc à juger ceux-là. Donc à partir de cet instant, ça devient compliqué, on ne peut plus continuer le dossier. C'est vrai que dans le cas d'espèces, tous n'étaient pas au gouvernement, tous n'étaient pas députés. Bako, par exemple, était DG, mais là, maintenant, il est député. On ne peut pas aller le chercher tant que l'Assemblée n'accepte pas, ne vote pas pour la levée de son immunité. Et vous savez, les loups ne se manient pas entre eux. Les députés, quelque chose qui se passe, quelle que soit leur position politique là, ils font tout depuis très longtemps de faire en sorte que... Mais le député Sossoudako est monté au créneau. Il a demandé aux mises en cause d'aller devant la justice, d'aller se faire blanchir. Les mises en cause ne sont pas libres d'aller devant la justice. Il n'y a que leurs collègues pour les autoriser à aller devant la justice. C'est de ça qu'il s'agit. Le député Kassa, à l'époque, n'avait pas refusé d'aller devant la justice. Mais il n'a jamais dit non. Mais c'est ses collègues qui ont voté contre la levée de son immunité parlementaire. Et dans l'histoire de notre pays, depuis au moins 15 disons même de 15 à maintenant, 15 années à maintenant, vous n'avez pas vu un député dont on a levé l'immunité parlementaire en plein exercice. Ça ne vient pas. Même les anciens ministres, on n'arrive pas à lever leur immunité parlementaire. Vous avez vu, comment on appelle, Adiou. Ça n'a même pas été facile avant qu'on ne vote, même la mise en accusation, ça n'a pas été facile. Et c'est parce que lui, à l'époque, il était ministre et il allait tenir un discours un peu arrogant vis-à-vis des députés qui s'étaient fâchés pour dire, bon écoute, il faut qu'on lui fasse la fête. C'est ce qui s'est passé. Mais depuis lors, et son affaire n'a jamais abouti d'ailleurs, depuis lors, ce n'est pas arrivé. Donc moi, mon inquiétude, ça se trouve là. C'est pour ça que moi, je dis, est-ce qu'il était utile ou bien important de faire du bruit autour de ce dossier parce que ceux dont il s'agit ont des enfants, ils ont des frères, ils ont des familles, et sur les réseaux sociaux, leur nom circule, on les prend pour des gens qui ont volé des milliards alors qu'on ne voit pas les milliards sur eux. Et donc il fallait plutôt laisser la justice et mener une action discrète à l'endroit des députés à l'Assemblée nationale pour les amener à voter pour la levée de l'immunité parlementaire. Et ça se comprendrait. Toujours à titre que le bruit a été déjà fait, mais cette affaire, ça relève encore ce problème des audits qui sont commandités, qui au finish deviennent des moyens de pression politique. Moïse Soudé. Vous savez, je dis souvent, quand vous n'êtes pas suffisamment solide, il ne faut pas faire de la politique. Vous avez vu en France, DSK, vous avez vu comment on l'a tombé? Ça veut dire quoi? Quand vous vous retrouvez sur le terrain politique et que votre adversaire a envie de vous anéantir, il va chercher vos casseroles. Et quand il retrouve une casserole, il va utiliser ça contre vous. Mais ce que je dis, dans la vie, il n'y a pas que l'argent. L'honneur est plus important que l'argent. Et je demanderai à l'honorable, au moment où la justice va vouloir l'interpeller, même si ses collègues ne lèvent pas son immunité, pour son honneur, pour montrer aux gens qu'il n'est pas impliqué, il peut démissionner de l'Assemblée et se mettre à la disposition de la justice. Démissionner ou bien le faire lever son immunité. Écoutez, il ne peut pas le faire. Il peut pas. Il peut démissionner. Et céder sa place à son suppléant. Et là, il va montrer aux gens, pour une fois dans l'histoire du Bénin, on va dire qu'il y a des gens qui ont été intègres. Parce que c'est trop facile. Parce que c'est trop facile. Tout le monde crie, que ce soit de la mouvance de l'opposition, tout le monde crie, il faut faire les audits, il faut transmettre le dossier à la justice. Mais quand le moment arrive de lever l'immunité parlementaire de ceux qui sont impliqués, personne n'est prêt à le faire. Alors, vous dénoncez le bruit autour de ces audits. Ces audits, finalement, faut-il les publier ou pas? Parce qu'il y a l'ONG Alcré, Mathieu Assoba, qui tient mordicus. Il faut publier ces audits. J'avais dit sur un plateau de télévision à l'époque, au moment où ces ONG, ces gens de la société civile criaient pour dire on veut les résultats. J'ai dit, mais si on leur donne, qu'est-ce qu'ils peuvent en faire? Ils ne peuvent rien en faire. Ils ne peuvent rien faire des résultats. Si on appelle le matin Assoba de l'ONG Alcré pour dire voici les résultats des audits, qu'est-ce qu'il peut en faire? Il n'a pas le pouvoir de juger quelqu'un. Il va crier à la télévision, ça va s'arrêter là. Et donc, pour moi, l'objectif de la nécessité n'était pas de publier les résultats, mais c'est de faire un lobby auprès des députés pour leur montrer que l'image de notre pays va en dépendre. Donc, il faut forcément qu'on lève l'immunité de ces députés-là et les mette en accusation. C'est ça le plus important. Ce n'est pas le bruit qu'il faut faire autour de ces résultats-là. Parce que, vous voyez, tout à l'heure, M. Soudé disait que la liste des 23 députés circulait sur les réseaux sociaux depuis. Et ces députés peuvent vous faire croire au peuple béninois que bon, c'est parce qu'eux, ils avaient voté contre l'étude du projet de révision constitutionnelle qu'on est en train de vouloir s'en prendre à eux. Et quand ils vont tenir ce discours, le peuple va se dire, ah bon, ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas de vrais voleurs, hein. On veut juste attaquer à eux. Vous voyez, ça devient un peu compliqué, alors que le gouvernement aurait mieux fait de se taire et d'agir en toute discrétion. Et c'est la justice, comme ça a été le cas pour la Ségub, le dossier Ségub par exemple, c'est la justice qui va commencer à faire appel à des gens pour venir répondre de leurs actes. Pour les écouter. Voilà, pour les écouter. Et je pense que ça aurait été beaucoup plus efficace. Mais on ne peut pas empêcher le gouvernement, s'il a des cartes
pour répondre aux coups de ses adversaires, on ne peut pas le lui en empêcher. La politique de la rage et de la ruse, donc. Merci à vous d'être passé sur le plateau de cette émission. Félicien Fayon, journaliste et responsable des enquêtes et des dossiers à la rédaction du quotidien béninois d'information et d'analyse Le Matinal. Alphonse Moïse Soudé, journaliste à la rédaction de Radio Soleil FM au Bénin. Merci d'être passé avec vos différentes analyses. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Ravi d'avoir été en votre compagnie et très bonne suite des programmes sur SICA.